Ma fille m'a tendu une tasse de chocolat chaud en souriant gentiment. Mais l'odeur était étrange et je n'ai pas bu. J'ai discrètement échangé les tasses avec son mari. 25 minutes plus tard, des cris ont retenti de la cuisine. Mais avant de continuer, écrivez de quel pays vous regardez cette vidéo et quel âge vous avez. Bonne écoute. L'odeur d'amande amère venant de la tasse de chocolat chaud m'a si violemment frappé au nez que, honnêtement, j'ai senti mon dos se glacer en un instant. Élodie a posé la tasse devant moi avec son sourire chaleureux, travaillé pendant 28 ans. Mais dans ses yeux a brillé quelque chose de glacial, de nouveau, que je n'avais jamais vu auparavant. Sans me presser, faisant semblant de chercher du sucre dans le placard, j'ai discrètement échangé ma tasse avec celle de Thomas. Il venait de sortir aux toilettes et avait laissé son chocolat chaud intact sur la table. Environ 25 minutes plus tard, un cri perçant et animal a retenti de la cuisine, me faisant plier les genoux. Thomas se tordait sur le sol. De l'écume sortait de sa bouche. Ses pupilles étaient dilatées comme des soucoupes noires. Élodie s'agitait à genoux à côté de lui, criait désespérément, apparemment sincèrement, tandis que mes mains tremblaient à la fois de choc et de cette lucidité malveillante qui arrive tard, mais ne vous lâche plus. J'ai composé les 3 chiffres, le 15, et haletante, j'ai expliqué au répartiteur qu'un homme était dans un état grave chez nous. Convulsions, écume, soupçon d'empoisonnement. Il est en train de mourir, criait Élodie, et sur ses joues parfaitement maquillées coulaient des larmes. Thomas, s'il te plaît, ne meurs pas. Maman, fais quelque chose. J'ai 64 ans. J'ai élevé seule une fille adoptive qui est venue à moi brisée et silencieuse. Je n'aurais jamais pensé vivre jusqu'au jour où je comprendrais que cette petite fille devenue femme s'était préparée à me tuer. Et pourtant, en regardant comment elle jouait son chagrin, ma moitié de cerveau calculatrice de comptable a commencé à rassembler les détails qui ne collaient pas. Pourquoi insistait-elle tellement pour que je boive le chocolat immédiatement, tant qu'il était chaud et délicieux? Pourquoi 3 tasses avaient-elles été préparées si Thomas ne boit pas de chocolat dans la journée? Et pourquoi, malgré toute cette hystérie, ses yeux ne brillaient-ils d'aucune vraie larme? L'ambulance est arrivée rapidement. 10 minutes qui se sont étirées comme 10 heures. Ils installaient Thomas, le branchaient. L'un des ambulanciers a demandé ce qu'il avait mangé et bu ces dernières heures. « Du chocolat chaud », m'échappa automatiquement. Et aussitôt je me suis corrigée. C'est-à-dire, c'est lui qui en a bu. Je n'ai pas fini le mien. Il l'a préparé. A levé les yeux vers moi le jeune homme au masque vert. J'ai regardé Élodie. Elle sanglotait déjà pour de bon pendant qu'on roulait la civière dans le couloir. « Ma fille », ai-je dit. L'ambulancier a noté quelque chose, a demandé de conserver les restes. Élodie s'est immédiatement proposée pour rassembler les tasses, mais à ma propre surprise, j'ai dit fermement « Je m'en occupe moi-même ». Dans la cuisine, pendant qu'elle partait à l'hôpital avec son mari, j'ai comme pour la première fois de la soirée vu ces 3 tasses de mes propres yeux. La mienne, celle qui était initialement devant moi, était vide jusqu'au fond. La tasse de Thomas, dont j'avais réussi à prendre une gorgée, avait au fond d'épaisses traces visqueuses. La 3e, destinée à Thomas, était restée intacte et à la surface flottait un étrange film huileux. J'ai soigneusement versé les restes dans différents petits pots, étiquetés sur des bouts de papier, fourré le tout dans mon sac et suivi, maintenant mes distances derrière le gyrophare. Et dans ma tête, comme cela arrive souvent dans les moments difficiles, s'est déroulé un long film, non pas de cette journée, mais de 28 années entières. Élodie est entrée dans ma vie quand j'avais 39 ans et que j'avais presque accepté que je ne deviendrais pas mère. Mon mari, Vincent, était mort dans un accident et après une année de silence noir, je me suis décidée pour l'adoption, pour les questions, les files d'attente, les dossiers papier. À l'adoption, j'ai travaillé avec Sophie Mercier, organisée, sérieuse. Colette,
La petite est spéciale, disait-elle en feuilletant les papiers. Traumatisme grave, incendie. Elle a perdu ses parents, elle ne parle pas. Il faut une maman patiente et équilibrée. Ce soir d'août, dans ma maison de la banlieue de Lyon, est entrée une petite fille petite pour ses 6 ans, avec des cheveux presque blancs et d'immenses yeux bleus, dans une robe rose trop grande et avec un lapin délavé, éperdu dans les mains. Je me suis accroupie pour être à son niveau. « Élodie, ai-je dit, je suis Colette, c'est maintenant ta maison. » Elle est restée silencieuse longtemps, puis s'est approchée et de sa petite paume a touché ma joue, si confiante que mes yeux ont piqué. « Maman !» a-t-elle chuchoté à peine audible. « Tu es ma maman maintenant ?» Et j'ai pleuré pour de vrai, sans pathos, parce que sous les côtes, c'était douloureux et doux. Oui, les premières semaines, elle était comme sortie d'une image, polie, affectueuse, reconnaissante pour chaque petite chose. Elle a commencé à parler, à sourire. Maman sonnait facilement, comme si cela avait toujours été ainsi. Et puis ont commencé les bizarreries que j'attribuais alors au traumatisme. Une semaine après son arrivée, nous avons trouvé Minette, ma chatte, dans la cour, déjà froide. Le vétérinaire a dit « On dirait qu'elle a mangé quelque chose de toxique ». Élodie sanglotait sur la petite tombe si amèrement que mon cœur se déchirait. Encore 3 semaines plus tard, les poissons de l'aquarium ont flotté ventre en l'air. La nourriture était probablement périmée, a dit Élodie, et a aussitôt demandé d'aller ensemble en choisir de nouveau pour que la maison ne soit pas vide. 1 mois plus tard, la voisine est arrivée en courant, toute pâle. Leur chien avait été empoisonné dans la cour. Ce jour-là, Élodie avait joué avec lui, mais je voulais tellement croire au bon que je m'expliquais. Les accidents arrivent, les enfants vivent tout sur les nerfs, et nous nous en sortirons. La première sonnette d'alarme a retenti quand Élodie a eu 9 ans. Ma sœur Béatrice est venue avec des cadeaux pour la regarder. « Elle est belle !» m'a-t-elle chuchoté pendant que nous regardions depuis le balcon Élodie tourner avec sa nouvelle corde à sauter. Mais les yeux... Un frisson me parcourt, comme si elle m'évaluait, décidait si je lui plaisais ou non. « C'est ton imagination », ai-je répondu. Cette nuit-là, Béatrice a été emmenée à l'hôpital. Vomissements, fièvre, déshydratation. Les médecins ont dit « intoxication alimentaire ». « Étrange », a dit Élodie doucement. « Nous avons mangé la même chose et elle est la seule à être malade. Béatrice n'est plus jamais revenue chez nous, prétextant toujours le travail, et je faisais semblant d'y croire, bien qu'au fond de moi s'était installé quelque chose de mauvais. Et puis l'école a commencé, et là nous portions des certificats, des notes explicatives. À 11 ans, Élodie a, accidentellement, poussé une fille dans l'escalier. Fracture, plâtre, pour toute la durée. « C'est un accident, maman. » Elle a trébuché toute seule. Élodie pleurait sur ma poitrine, chaude et, comme je le pensais alors, sincère. Le directeur m'a convoqué séparément plus tard et a dit doucement « Des témoins ont vu. Votre enfin ?» Élodie l'a poussé. Je me suis brûlée à son regard, comme avec de l'eau bouillante. « Vous ne comprenez pas. L'enfant a vécu un incendie. Elle a un traumatisme. On ne peut pas lui faire ça. » Je défendais, je justifiais, parce que c'est plus facile de respirer quand vous êtes tout entière de désir d'être mère. Je suis arrivée à l'hôpital déjà sans larmes, dans cet état sec et rassemblé dans lequel je rends mes comptes et analyse les états de dette d'autrui. Au service des urgences, Élodie et moi avons été assises sur des chaises en plastique sous les lampes. Elle s'est agrippée à mon coude, comme dans l'enfance quand elle avait peur du noir. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire si Thomas ne s'en sort pas? Je ne peux pas sans lui, » chuchotait-elle. Et sa voix tremblait exactement dans cette note où chez n'importe quel être humain résonne intérieurement la pitié. Mais en moi, l'élan automatique de consoler ne s'est pas levé pour la première fois en 28 ans. Je la regardais attentivement, comme un rapport complexe. Où est la petite impression?
où est la joue, où le total ne correspond pas. « Élodie !» ai-je dit calmement. « Dis-moi la vérité, qu'as-tu ajouté dans le chocolat ?» Son visage a changé plus vite qu'un battement de cils. Une seconde, sous le beau masque est apparu quelque chose de froid, calculateur, puis immédiatement de nouveau le chagrin et la perplexité. « Et de quoi tu parles, maman ? Du chocolat, du lait, du sucre ?» Il sentait l'amande amère. « Maman, tu es en état de choc. Un tel état provoque souvent d'étranges associations. Je n'ai pas discuté. Je me suis simplement tue, parce que j'ai compris que cette fois, je n'étais pas cette maman naïve qu'on peut convaincre avec de beaux mots. Je suis une femme de 64 ans qui a soudain vu clairement qui elle avait élevé pendant 28 ans. Un médecin s'est approché de nous, sec, fatigué, au visage sérieux. Et état extrêmement grave, a-t-il dit. Suspicion d'empoisonnement aigu. Dites-moi, qu'a-t-il bu exactement? Du chocolat chaud? Ai-je répondu. Qui l'a préparé? Ma fille. Le médecin a tout noté, a levé les yeux. Il y avait une odeur d'amande amère. Oui, ai-je dit. Élodie s'est tournée vers moi comme si je l'avais trahie. Maman, comment peux-tu? Je réponds simplement honnêtement aux questions du médecin, ai-je dit. Mais tu allais aussi en boire? A-t-elle tenté de me coincer? Pourquoi te ferais-je du mal? Je me suis souvenu comment dans l'enfance elle touchait ma joue, comment elle disait « maman » si doucement, et j'ai compris que c'était la meilleure actrice que j'ai jamais vue. Je ne sais pas, Élodie, dis-moi. Elle s'est levée brusquement, a fait semblant de partir, puis s'est retournée. Tu veux que je te dise la vérité? Bien. Tu m'as toujours déçue. J'ai essayé de t'aimer, mais tu es ennuyeuse, prévisible, avec tes tableaux de comptable et ta morale de vieille fille. Thomas méritait mieux. Tu méritais ce qui t'était destiné. Ces mots sont tombés comme de la glace. Pas de larmes, pas de cris, juste du froid et de la certitude. Et maintenant, ai-je demandé, maintenant, je vais dire que tu es devenue folle de chagrin et que tu m'accuses pour te soulager. Et elle est partie vers les toilettes, me laissant avec cette compréhension claire que l'enfant que j'avais élevé n'avait jamais existé. Thomas a survécu. Les médecins ont dit que c'était un miracle, mais en réalité, c'était le fait qu'il n'avait bu qu'une gorgée et que l'ambulance était arrivée à temps. La police est venue le lendemain matin. J'ai remis les petits pots étiquetés. Ils ont emmené Élodie pour interrogatoire. Dans l'appartement maintenant vide, je suis allée dans sa chambre, là où elle vivait avec Thomas. J'ai ouvert le placard, levé les yeux sur l'étagère supérieure. Derrière les boîtes avec de vieilles factures, il y avait un carnet, petit, avec une couverture noire. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des dates, des noms, des notes. Première dose, deuxième dose, résultat. Une écriture soignée, comme un rapport médical. Vincent, mon Vincent, sa mort n'était pas un accident. Julien, le premier mari d'Élodie, mort d'une crise cardiaque à 37 ans. Maxime, le deuxième, accident de voiture. Et à la dernière page, un nouveau nom, Colette. Et à côté, accéléré. Le procès a duré 3 semaines. J'ai témoigné, Thomas a témoigné. Les experts ont trouvé du cyanure dans les restes du chocolat. L'avocat d'Élodie a plaidé le traumatisme de l'enfance, les troubles mentaux. Mais les preuves étaient là. Le carnet, les rapports toxicologiques, les témoignages. Quand le verdict est tombé, réclusion criminelle à perpétuité, Élodie ne s'est pas effondrée. Elle s'est tournée vers moi, m'a regardé longuement, froidement, et a souri légèrement, comme elle souriait dans l'enfance quand elle savait qu'elle avait déjà tout décidé. Sur les marches du tribunal, Thomas s'est assis à côté de moi. « Comment vas-tu? Libre ?» ai-je dit honnêtement. Pour la première fois en 28 ans. Tu regrettes de l'avoir prise à l'époque? Je regrette de ne pas avoir vu les signaux, ai-je répondu. Être mère n'est pas un crime. Fermer les yeux en est un. Oui, ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai brûlé les photos, les cartes, les petites choses. Pas par colère, mais pour mettre un point final. J'ai tout vendu. La maison de la banlieue de Lyon, les meubles,
Même mon cabinet de comptabilité que j'avais maintenu pendant des décennies. J'ai compris que je voulais vivre sans regarder en arrière l'ombre de quelqu'un d'autre. 6 ans plus tard, j'ai une autre adresse et un autre silence. Annecy, une maison lumineuse, des fenêtres sur les montagnes. Sur la véranda, Thomas s'occupe de 2 enfants. Il a adopté 2 orphelins, Maxime, 8 ans, et Léa, 6 ans. Pour eux, je suis simplement grand-mère. Nous mangeons de la nourriture normale, de la purée et du poulet rôti. Nous rions, nous discutons de qui va faire la vaisselle. « Mamie Colette, raconte une histoire », demande Léa. Elle s'installe sur mes genoux, sur une méchante sorcière qui est devenue gentille. Maxime renifle. « Les méchantes sorcières ne deviennent pas gentilles. C'est pour ça qu'elles sont méchantes. » J'acquiesce. Maxime a raison. Mais on peut raconter l'histoire d'une femme qui a appris à se protéger des méchantes sorcières. « Comment savoir qui est une méchante sorcière ?» demande-t-il sérieusement. Regardez les actes, pas les paroles. Si quelqu'un dit pardon mais fait la même chose, ce n'est pas du pardon, c'est un piège. La nuit, quand les enfants dorment, Thomas et moi nous asseyons sur la terrasse, écoutons le vent. « Tu penses parfois à elle ?» demande-t-il. « Parfois, mais ça ne fait plus mal, plutôt comme à un danger que j'ai évité. » Elle écrit. Une lettre est arrivée récemment de la prison. Elle a trouvé la foi, veut parler et s'est excusée. Je l'ai jetée, pas parce que je me venge, mais parce que je ne suis pas obligée de soigner quelqu'un qui n'a pas de conscience. Ce n'est plus mon affaire. Tu ne lui as pas pardonné. Je me suis libérée d'elle, de l'espoir qu'elle changerait, de l'habitude d'expliquer la cruauté d'autrui par le traumatisme, du rôle de sauveuse éternelle. À la place, je construis ce que je sais faire, une vie simple et honnête. J'ai ouvert une petite ONG. Nous aidons les familles d'accueil et les services d'adoption à voir les signes avant-coureurs et à ne pas confondre amour et auto-illusion. Nous n'effrayons pas les gens. Nous enseignons à poser des questions. Pourquoi un enfant répète-t-il des actions dangereuses? Comment réagit-il aux limites? Que disent non pas les paroles, mais les pas? C'est un travail discret, mais je vois comment chez certains, il y a moins de larmes et plus de clarté. Les enfants grandissent. Maxime a parfois des éclats. Il s'entête, claque des portes. Nous parlons, et il s'excuse, puis change de comportement. Léa embrasse juste comme ça, pas congelé, pas pour des dessins animés. Et je sais que c'est ça le vrai. Parfois, on me demande « Tu n'as pas peur de te tromper à nouveau ?» J'ai peur, mais maintenant la peur ne me ferme plus les yeux. L'amour, ce n'est pas fermer les yeux, mais voir et quand même rester à côté, tant que cela ne te détruit pas. Ce soir, Thomas emporte les tasses à la cuisine et je couvre les enfants de plaid. Il chuchote « Qui va nourrir le chat demain ?» Et rire. J'écoute ce rire et je me surprends à penser simplement « Pour la première fois en 28 ans, je n'attends pas de coup tordu. » C'est ça ma morale, que je dis doucement, sans affiche. Le bien n'est pas obligé d'être aveugle. Les limites ne sont pas de la cruauté, mais du soin pour soi et pour ceux qui sont à côté. Et la famille, ce n'est pas le sang ni le titre de fille ou de mère. La famille, ce sont ceux qui prennent soin les uns des autres. Je ne suis pas devenue une héroïne. J'ai simplement choisi la vie. Et cette vie n'a pas un dénouement bruyant, mais un matin normal. Une bouilloire, des chaussettes d'enfant sur le radiateur, une liste de courses sur l'aimant et la certitude que demain sera comme aujourd'hui, honnête. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Écrivez dans les commentaires quel âge vous avez et d'où vous venez. C'est important pour nous de savoir qui nous regarde. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore plus d'histoires vraies de la vie à venir.